et épidémiologie à l'université de Pittsburgh et aussi à Johns Hopkins aux États-Unis, mais aussi j'ai une base à l'université Stellenbosch en Afrique du Sud. Merci de vous joindre à notre AfriHealth webinaire. Je vais passer aussi la parole à mon co-modérateur, le professeur Abdon Moukalay, pour qu'il se présente. En attendant que nous attendons l'orateur principal qui essaie toujours de se connecter. Il a quelques problèmes techniques depuis Bamako. Abdon, c'est à vous. C'est pour vous. Je me connecte de Kinshasa, mais je suis professeur d'AfriHealth. Merci, professeur Jean. Oui. Je vais essayer de vous donner juste quelques petites informations à propos d'AfriHealth. Je vais partager mon écran. Oui, c'est mieux. Bonjour à tous, c'est Dr Issetou Soufiston depuis Kinshasa, RDC. Merci. OK, merci. Soyez les bienvenus. Voilà. Encore, soyez les bienvenus tout le monde et merci encore de joindre AfriHealth pour cette série importante de webinaires de mentoring scientifique. Hello. Juste un petit mot à propos d'AfriHealth. AfriHealth, c'est un forum africain pour la recherche et l'éducation en matière de la santé. Est un regroupement interdisciplinaire des professionnels de la santé qui cherchent à travailler avec le ministère de la Santé, les établissements de formation et autres parties prenantes en vue d'améliorer les qualités des soins de santé en Afrique pour la recherche, l'éducation et le renforcement des capacités. Je voulais préciser, en fait, AfriHealth, c'est vraiment la vision est panafricaine, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau des institutions, associations, réseaux, et ça coupe depuis l'Afrique francophone, anglophone, lusophone et arabophone. L'adhésion est tout à fait ouverte à toute personne ou organisation engagée en faveur de l'Afrique. Et vous avez le website au cas où vous préférez vous joindre comme membre. Il y a un coin pour joindre comme membre individuel ou comme membre institutionnel. Donc, voilà, si vous avez des questions après, pendant la session questions-réponses à propos d'AfriHealth et de ses services que nous offrons, on peut en parler après, à la fin du séminaire. Merci beaucoup. Les problèmes d'Internet. Donc, je suis Dr Modibo Sangaré, professeur assistant à la faculté de médecine d'odontostomatologie au Mali. L'objet du webinaire, c'est l'article de recherche, le format, le contenu des différentes sections. Je commence par ça pour les rationnels. Pour maximiser le bénéfice à nos différentes sociétés, nous avons besoin de faire de la recherche, mais pas seulement de la recherche, de la bonne recherche. Et la publication des articles, c'est une partie intégrante de la recherche. Ça, c'est une citation de professeur Doug Hartman. L'objectif, c'est pour que, après ce webinaire, on puisse avoir les notions de base pour bien écrire les articles de recherche. Et pour cela, nous allons adopter la feuille de route suivante. En 1, la structure de base du manuscrit IMRED. En 2, les sections du manuscrit scientifique. En 3, ce que les rédacteurs et les examinateurs recherchent dans un article scientifique. En 4, l'attribution de la qualité d'auteur. 5, conseils pratiques avant la série des questions et réponses et des contributions. La structure de base du manuscrit. Ici, nous avons ce qu'on appelle le modèle royal. Ça commence par le titre, la liste des auteurs,
les affiliations des auteurs, l'abstract, l'introduction, le corps, qui n'est d'autre que la section matériel et méthode et résultats, la discussion, les remerciements et les références. Mais dans ce modèle, ce qui est très important, c'est le modèle du sablier, l'introduction, le corps et la discussion. Quand vous regardez l'introduction, le corps et la discussion, vous voyez que l'introduction, c'est évasé en haut, ça se rétrécit. Le corps, ça a la même forme et la discussion, c'est petit en haut et ça s'évase en bas. Donc, ça explique le contenu de l'introduction, de la discussion, de la section matériel et méthode et des résultats que nous allons voir un peu plus loin. Quand on regarde l'introduction et la discussion, l'introduction d'un article de recherche, ça porte sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est ce qui est connu dans le domaine de votre recherche. Le deuxième point, c'est ce qui est inconnu dans le domaine de votre recherche. Et le troisième point, c'est ce que vous allez adresser dans l'inconnu. C'est ce qui est écrit ici. Les connaissances de base, l'état actuel sur le sujet, ça c'est ce qui est connu. Knowledge gap, les lacunes dans la connaissance, c'est l'inconnu. Et votre objectif, c'est comment vous allez combler un vide dans l'inconnu. Quand on regarde la discussion, ça commence par le résumé des résultats clés. Et ensuite, vous interprétez vos résultats pour voir la pertinence clinique, la pertinence par rapport à la pratique clinique ou à la santé publique, et surtout l'implication de vos résultats. Et quand on voit la structure IMRAD, l'introduction, matériel et méthode, résultats et discussion. L'introduction, c'est la mise en scène, le cadrage de la question de recherche. Quand vous parlez de ce qui est connu, vous parlez de l'inconnu. Tout ça, c'est pour amener les lecteurs à bien comprendre le problème de recherche et votre question spécifique de recherche. Et les méthodes, c'est la description de votre démarche scientifique. Comment vous allez aborder votre recherche pour pouvoir répondre à votre question de recherche. Les résultats ne sont autres que là où les réponses à la question ou aux questions de réponse que vous avez formulées plus haut dans l'introduction. Et dans la discussion, il ne faut pas parler des résultats de façon dispersée. On récapitule les résultats clés, on contextualise parce qu'il y avait un gap, on a trouvé des choses, donc on met notre résultat en rapport avec ce qui est déjà connu. Et ensuite, c'est de cette interprétation-là que va venir l'implication pour la pratique clinique, si c'est une étude qui intéresse les cliniciens ou la santé publique. Et la structure IMRED, je le dis, c'est pour les articles qui ont été des articles de recherche originaux. Si c'est d'autres types de recherches telles que les méta-analyses, les observations cliniques, le format peut être différent et moins rigide, pas l'IMRAD. Quand je reviens encore sur la structure IMRAD, dans l'introduction, c'est l'ouverture pour montrer, exposer le lecteur à ce qui est connu dans le domaine et surtout de ça, de pouvoir identifier les lacunes dans la connaissance. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour résoudre une partie du problème? C'est ça, les méthodes et les résultats. Et ensuite, la résolution du problème, c'est la discussion et la conclusion. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on ne peut pas connaître les lacunes dans le domaine de notre recherche si on ne fait pas la revue de la littérature. Et quand on fait la revue de la littérature, on ne doit pas lire systématiquement tous les articles. Il faut choisir les articles qui sont pertinents et qui sont récents dans les 5 dernières années. Si on doit prendre un article qui est très, très vieux, il faut que ça soit vraiment pertinent par rapport à notre sujet. Et au niveau de matériel et méthode, il faut être détaillé aussi possible de telle sorte que quelqu'un peut prendre votre article et reproduire vos résultats sans vous demander. C'est ça la transparence dans la science. Et pour ce faire, le fait d'écrire un article de recherche, ça dépend du type d'étude que vous avez fait. Et il y a les directives pour la présentation
Ces directives sont spécifiques au type d'études. Comme vous voyez sur la diapositive, il y a CONSORT pour les essais randomisés, STROBE pour les études observationnelles, PRISMA pour les revues systématiques et les méta-analyses, START pour les études relatives aux tests diagnostiques, ainsi de suite. Donc après, vous pouvez surfer ces liens-là pour voir en détail en fonction du type d'étude que vous êtes en train de faire. Cela nous amène aux sections du manuscrit, contenu et format. C'est une répétition, mais c'est purement pédagogique. Donc, comme j'ai dit, le modèle royal, c'est commencer par le titre, la liste des auteurs, les affiliations, l'abstract avec les mots-clés, l'auteur correspondant, l'introduction, les méthodes, les résultats, les discussions, conclusions, les références. L'introduction, ça répond à la question « Pourquoi ?» Pourquoi vous voulez faire votre étude? Quand vous identifiez le problème de recherche dans votre introduction et que la question de recherche est bien formulée, les gens vont directement aller là-bas pour chercher dans la dernière partie de votre introduction le pourquoi de votre article. Les méthodes, c'est comment vous avez procédé pour répondre à la question de recherche. Et les résultats, c'est quoi? Quand vous avez adopté la méthode, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et ce que vous avez trouvé, so what et quoi? Donc, qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce qu'on connaissait déjà et ce qu'on ne connaissait pas? Une bonne recherche n'est jamais faite dans le vide. C'est toujours en relation avec ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Le titre de l'article, on va les prendre, les différentes parties, on va les prendre une à une. On commence par le titre. Le titre d'un article, c'est extrêmement important parce que c'est la première chose que les gens lisent et ça doit être informatif et concis. Informatif, ça doit décrire exactement le contenu et le type de l'étude. Ça doit être concis en ce terme que ça ne doit pas être aussi court comme le titre d'un livre. Quand je dis ma bibliographie ou bien ma part de vérité, ça c'est un titre qui est bon pour un livre, pas pour un article de recherche. Il ne faut pas que ça soit long comme un paragraphe. Pour le titre, il faut 10 à 15 mots, ça suffit largement. Le concept less is more s'applique bien au titre. Peu, c'est beaucoup. Quand vous pouvez dire votre titre en 7 mots, il ne faut pas ajouter un 8e mot. Et quand vous précisez le type d'étude, utilisez la nomenclature qui est en vigueur. Si vous avez fait une enquête, c'est une étude transversale, vous le mentionnez. Étude cas témoins, étude cohorte, que ce soit rétrospective ou prospective, revue systématique, méta-analyse, étude pilote, étude de faisabilité. Le type d'étude, ça doit être en rapport avec la nomenclature en vigueur. Et le titre, on l'écrit le plus souvent sous forme de phrase, mais il arrive souvent que les gens formulent sous forme de question, c'est accepté. Et dans le titre, il faut prêter attention. Si vous écrivez sous forme de phrase, il faut prêter attention aux fautes de grammaire et les majuscules. La première lettre de chaque mot doit être mise en majuscule. Et évitez d'utiliser les abréviations ou bien l'étude de, l'analyse de. Ces termes-là, il faut les éviter. Et le point d'exclamation, ce n'est pas bon pour le titre. Regardons ces deux titres et nous allons voir la différence. Le premier titre à gauche, quand on dit détection de l'analyse asymptomatique submicroscopique et spatiale de l'épée du paludisme, ça donne la migraine parce qu'on ne comprend pas ce que l'auteur veut dire. Mais au contraire, quand on voit le titre est reformulé, on dit prévalence du paludisme subclinique dans l'est de l'Indonésie, enquête transversale et analyse spatiale. On sait que c'est par rapport au palud, pas tout le palud subclinique. Et ce qu'on veut déterminer, c'est une étude de prévalence. On veut le déterminer où? À l'est de l'Indonésie. Et c'est une étude qui est transversale et une analyse spatiale. Donc, ce titre-là est très bon. L'introduction. Comme on a dit, tout le but de l'introduction, c'est rappeler ce qui est connu, ce qui est inconnu pour cadrer la question de recherche. C'est important de savoir quelle est la nature et l'importance du problème de recherche par rapport à la pratique clinique et à la santé publique. Si c'est bien décliné dans l'introduction, cela vous aide quand vous voulez rattacher vos résultats à ces mêmes pratiques cliniques et
pertinence en santé publique dans la section discussion. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur le sujet? Quelles sont les limites des travaux antérieurs, les lacunes dans les connaissances? Une fois de plus, vous avez besoin, si vous ne savez pas faire la revue de la littérature, en tant que jeune chercheur, clinicien, c'est une bonne pratique à apprendre parce que c'est ça qui nous permet de bien cadrer la question de recherche. Et ensuite, quel est le but général même de l'étude? Dans l'introduction, il ne faut pas inclure les données de votre étude ou même la conclusion de l'étude. Il faut les réserver à d'autres parties plus bas. L'introduction, c'est en général 1,5 à 1 page et demie à 2 pages. Donc, ça ne doit pas être trop long. Si on ne peut pas cadrer dans ça, ça veut dire que l'article serait extrêmement long. Regardons un exemple d'introduction. Chaque année, plus d'1 million de nouveau-nés meurent le jour de leur naissance et 1 à 3 millions de morts-nés surviennent pendant le travail de l'accouchement, ce qui est également le moment où 46% des décès maternels surviennent. La reconnaissance de ces faits épidémiologiques a conduit à prioriser les soins intrapartum, à savoir l'accouchement avec un accompagnateur qualifié dans une structure de santé. Donc, le problème de santé, quand on lit ce paragraphe, le problème de recherche ici, on sait que c'est le décès maternel et infantile en intrapartum. Ça, c'est clair, le problème est décliné. Cependant, la mesure dans laquelle l'accouchement dans un établissement de santé peut se traduire par une baisse de la mortalité dépend essentiellement de la qualité des soins fournis. Un ensemble substantiel de preuves émerge qui documentent les faibles compétences des prestataires, la capacité limitée des établissements à fournir des soins de routine et d'urgence de bonne qualité à la naissance. Donc, on connaît déjà une partie du problème. On sait que la mortalité, c'est dû à l'insuffisance, à la mauvaise qualité des soins et probablement lié à la faible compétence des prestataires dans les structures de santé. Les études au niveau individuel sur les liens entre la naissance et la mortalité dans les établissements de santé sont difficiles à interpréter car la sélection adverse conduit à une confusion par combinaison de cas. Les femmes qui ont des complications pendant la grossesse et lors de l'accouchement sont plus susceptibles de demander des soins dans les établissements de santé et elles-mêmes et leurs bébés sont également plus susceptibles de mourir. Donc, on a identifié les lacunes déjà. Parce que c'est les femmes qui viennent dans les structures de santé, probablement parce qu'elles ont des grossesses à risque, à haut risque. Donc, forcément, le décès de la maman et de l'enfant serait élevé dans ce groupe. Donc, ça veut dire qu'il y a un biais de sélection dans les sujets d'études. Et quand on fait une étude rétrospective sur ce groupe-là, on va donner une ampleur aux problèmes qui ne reflètent pas celle dans la population générale. Donc, quand vous identifiez la lacune, c'est parce qu'on a fait dans la structure, il y a un biais de sélection, vous vous dites, ce que moi je peux faire qui n'a pas été fait, c'est d'aller maintenant dans la population générale pour voir. C'est ce que les auteurs ont fait. Nous visions à évaluer l'effet de l'accouchement dans les établissements de santé sur la mortalité maternelle et périnatale au Ghana avec des données prospectives au niveau de la population. Et ils ont décliné les objectifs. Les objectifs spécifiques, c'est de quantifier les associations au niveau des échantillons en grappe. Donc, ils parlent de la méthode, ils vont faire un échantillonnage par grappe et ils vont relier la mortalité maternelle et périnatale, associer ça au type de structure d'accueil, le niveau économique du foyer, le niveau d'éducation de la mère et la distance qui sépare la mère de la qualité des soins et des soins de qualité. Donc, on sait déjà que ce serait une étude d'association et tout ça, c'est précisé. Ça, c'est une bonne chose dans l'introduction. Maintenant, la section méthode, c'est 2 à 3 pages. Comme je l'ai dit, je le répète, ça doit être très, très détaillé. Ça doit répondre à la question où. Où est-ce que vous avez fait votre étude? Le cadre de l'étude, le ou les lieux d'étude, ça doit être décliné clairement dans les méthodes. Quand est-ce que ça a été fait? Quand est-ce que vous avez recruté les patients ou les sujets d'étude?
Si c'est une étude observationnelle, quand est-ce que vous les avez exposés à une intervention ou pas, et la période de suivi, collecte de données. Et qui, ça parle des investigateurs, ça parle, si vous avez fait une enquête, les enquêteurs, il faut les décliner. Les critères d'éligibilité pour les sujets d'étude et les critères de non-éligibilité, il faut le faire. Pour bien étudier une population, on commence par décrire la population d'étude. Donc ça, c'est dans la méthode. Quoi? C'est les variables collectées. C'est ensuite les facteurs de confusion et les modifications des effets. La méthode, ça doit répondre à la question comment. Est-ce que vous avez utilisé un protocole? Les reviewers vont vous demander. Ils vont même vous demander de donner le numéro d'approbation de votre protocole. Donc, écrivez le protocole, faites-le lire par un comité scientifique pour la validité scientifique et faites-le approuver par un comité d'éthique pour la validité sur le plan éthique. Les procédures de recrutement, est-ce que vous avez obtenu le consentement éclairé ou l'assentement? Si vous devez faire les photos des gens, demandez le consentement. Vous avez le consentement général, mais vous devez faire la photo, demandez encore le consentement pour ça. Les reviewers vont demander. Les sources de vos données, si c'est juste sur Internet que vous avez recueilli vos données, vous avez collecté sur le terrain, comment vous avez généré vos données, ça doit être clair. Les analyses, que ce soit descriptives, analytiques, le traitement des données manquantes. Si les données manquent, il faut trouver une solution pour résoudre ça, surtout si c'est beaucoup. Et si ce n'est pas beaucoup, c'est plus simple d'enlever. On va voir l'exemple en bas, comment ils ont procédé. Et quand vous utilisez un logiciel, que ce soit SPSS, EpiInfo, R, il faut donner les précisions, la version et le numéro pour que quelqu'un d'autre puisse utiliser exactement le même logiciel pour ces analyses. Donc, on a un exemple de méthode. Nous avons utilisé une étude de cohorte rétrospective et une conception pré-post pour évaluer l'effet du test papillomavirus humain sur la détection d'une néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 2 ou plus. Et de plus, nous avons analysé l'amélioration des indicateurs clés liés à l'organisation du programme. Donc déjà, on décline le type d'étude. Ce serait une cohorte rétrospective avec une vue d'ensemble sur l'étude. La province de Jujuy est située au nord-ouest de l'Argentine, donc où l'étude c'est en Argentine, dans la province de Jujuy. Et quand est-ce que l'étude serait faite? Quand vous lisez la dernière phrase, le projet impliquait 1 an de planification et 3 ans de dépistage. Donc, vous avez décliné le où et le quand. La stratégie ciblait les femmes âgées de 30 ans et plus, des ménages visités par les agents de santé communautaires qui n'avaient pas été dépistés au cours des 5 dernières années et bénéficiaient d'une couverture de santé publique. Donc, le qui, non seulement c'est les agents communautaires qui ont fait l'enquête, on a décliné, et les critères d'éligibilité, c'était être une femme âgée de 30 ans ou plus, et ensuite qui n'a pas été dépistée dans les 5 dernières années et qui a une couverture de santé publique. Le quoi? Notre principal critère de jugement d'efficacité était la détection histologiquement confirmée de la CN2, calculée comme suit. On prend la proportion de toutes les femmes qui ont été testées positives histologiquement sur le nombre total de femmes dépistées. Donc, ils ont expliqué quel type de données et même d'analyse ils vont faire. C'est forcément une régression logistique multivariée qu'ils ont utilisée. Et quand vous descendez un peu plus bas, ils ont regardé l'âge et le statut d'assurance. Mais par rapport au traitement des données manquantes, vous descendez plus bas. Pour traiter les données manquantes, nous avons utilisé l'imputation moyenne pour l'âge et l'imputation aléatoire pour l'assurance maladie. Donc, si c'est l'âge et l'assurance maladie qu'ils étaient en train de regarder, là où l'âge n'a pas été déterminé, ce qu'ils font, ils calculent l'âge moyen de ce qu'ils ont déjà et ils mettent la moyenne là-bas. Ils savent que ça ne va pas changer la moyenne. Donc, ça, c'est leur technique pour corriger, pour adresser les données manquantes pour l'âge.
Et pour l'assurance maladie, c'est soit vous êtes couvert, soit vous n'êtes pas couvert. C'est oui ou non. Donc, ils ont fait l'imputation aléatoire. Quand ils mettent, pour les données manquantes, quand ils mettent pour une femme, oui. Pour l'autre, ils vont mettre non, oui. Donc, ce serait équilibré. Ça ne va pas jouer sur la proportion globale de oui ou non. Et le R, le logiciel R qu'ils ont utilisé, ils ont donné la version, et Matchit R Package, ils ont donné la version. C'est ça qu'il faut faire. Quand vous détaillez très bien votre méthode comme ça, forcément, les résultats que vous allez avoir, ce seraient des résultats crédibles. Cela nous amène à la section résultats, qui fait 2 à 4 pages. Dans la section résultats, donnez seulement les résultats clés. Il ne faut pas répéter les tableaux. Certains ont la manie de montrer les mêmes données sous forme de tableaux et sous forme de figures. Ce n'est pas du tout nécessaire. On sait que les tableaux ont des fonctions, les figures ont des fonctions. Quand vous voulez montrer seulement les données brutes, vous le faites mieux avec les tableaux. Mais quand vous voulez montrer la relation entre les données, vous le faites mieux avec les figures. Donc, il faut juste apprendre comment faire la représentation graphique des données. Et là, vous allez choisir le type approprié pour présenter vos données. Et il ne faut pas donner trop de détails sur les résultats. Au contraire, quand vous dites le résultat clé, pour le reste, il faut renvoyer le lecteur au tableau ou à la figure. Par exemple, quand j'ai dit le sexe ratio était de 3, donc je mets entre parenthèses tableau 1. Si la personne a besoin de détails, des proportions, il va aller dans le tableau 1 pour aller lire. Les tableaux et les textes doivent être complémentaires. Tout ce qui est dans le tableau, quand vous répétez le tout dans le texte, ça ne serait pas bon. Vous mettez en valeur seulement vos résultats positifs et significatifs en rapport avec la question de recherche. Les reviewers n'aiment pas les résultats négatifs. À ma connaissance, peut-être que ça a commencé il n'y a pas longtemps, des journaux qui veulent publier les résultats négatifs. Et l'objectif de ça, c'est que quand un résultat négatif est publié, ça va permettre à un autre groupe ailleurs, si un groupe en Chine a trouvé un résultat négatif et que ça a été publié, quelqu'un qui est au Mali ici, il veut faire la même étude et il va sur le site, il se rend compte que quelqu'un d'autre l'a fait comme lui veut faire et ça n'a pas marché. Donc, il ne va pas perdre son temps, son énergie et son argent dans ça. Mais de façon générale, si vous n'avez pas de résultats positifs, vous aurez du mal à être publié. La section discussion, c'est 3 à 4 pages. Et comme on l'a dit, la discussion, il faut résumer brièvement les principaux résultats avec des explications possibles. Et ensuite, mettre en valeur les aspects nouveaux et importants de votre étude. Par rapport à la littérature, quelles sont les similarités et les différences? Et quand vous faites ça, dans la section méthode, on a parlé des analyses statistiques. Il ne faut pas faire comme la plupart des cliniciens. Vous avez fait votre étude, vous avez trouvé une prévalence de 5%. Quelqu'un d'autre a fait, il a trouvé une prévalence de 10%. L'autre a fait, il a trouvé une prévalence de 2%. Dans votre discussion, vous allez dire que nous avons trouvé une prévalence supérieure à celle trouvée dans l'étude de tel 2% et inférieure dans telle étude 10%, alors que vous n'avez pas pris le temps de calculer soit le qui carré pour comparer les proportions, ou bien c'est le t-test, si c'est les moyennes que vous voulez utiliser, il faut quand même faire un test statistique et se référer à la valeur du P pour dire que c'est différent ou ce n'est pas différent. Mentionnez les limites de votre étude dans la discussion. Si vous ne le faites pas, les reviewers vont le faire pour vous. Et si vous le faites, c'est à votre avantage. Comme on le dit en jargon courant, une faute reconnue est à moitié pardonnée. Terminez avec les implications de ce qui devrait se passer ensuite. C'est ça la recherche, c'est pourquoi ça ne finit pas. Juste une anecdote ici, il y a une étudiante en PhD qui a cherché, les expériences ne manquaient pas. Elle est venue voir son patron très, très frustré, découragé pour dire qu'elle ne comprend pas. Elle est en train d'essayer tout, ça ne marche pas. Le patron lui a dit, il ne faut pas t'en faire. Quand on dit recherche, c'est parce que la plupart du temps, on cherche, on ne trouve pas. Donc, si vous ne trouvez pas, il faut voir ce que vous pouvez
avoir comme plan B pour pouvoir faire votre PhD. Donc, c'est comme ça. Quand vous faites la recherche et que vous trouvez quelque chose, forcément, ça va avoir des implications par rapport à l'inconnu, aux lacunes de connaissances qu'on a dans le domaine. Donc, c'est vous qui savez mieux, plus que tout le monde, comment ça doit être intégré dans ça, interprété et intégré dans le vide, et ce qu'il faut faire après. Et quand on fait la recherche, on commence avec une question de recherche. Quand on a les résultats, ça répond à la question de recherche, mais ça va peut-être soulever 2 ou 3 questions de recherche. C'est pourquoi ça ne finit jamais, et c'est à l'avantage des chercheurs parce que ça nous permet de garder notre travail. Et ensuite, la discussion. N'introduisez pas de constatations non mentionnées dans les sections résultats. Le principe de base est que on ne discute pas un résultat qui n'a pas été préalablement présenté. Si par exemple, au niveau de la section résultats, vous êtes limité par le nombre de tableaux et le nombre de figures, il n'y a aucun souci. Si vous avez des données qui sont très importantes pour être discutées, il faut mettre le résultat sous forme de texte. C'est ceux qui font les études quantitatives qui pensent que tout doit être présenté sous forme de tableaux et de figures. Non, ce n'est pas le cas. Quand vous interviewez les gens, vous faites la transcription de l'entrevue. Quand vous présentez ça dans la section résultats, c'est complètement sous forme de texte. Donc, mettez l'extra sous forme de texte pour que vous puissiez le discuter dans la section discussion. Et n'énoncez pas quelque chose qui va au-delà de vos résultats. Contentez-vous de ce que vous avez trouvé. Il ne faut pas amplifier l'interprétation. Discutez vos résultats avec les références qui sont pertinentes et qui sont judicieusement choisies avec discernement. Si vous regardez l'exemple de ce paragraphe, dans ce document de 20 pages, on dit « Deux méthodes non paramétriques complémentaires sont le plus souvent utilisées pour localiser et identifier les gènes ou variantes liées à une maladie familiale. L'analyse des paires des germains atteints qui permet de localiser un gène de susceptibilité et les études d'association. Il faut reconnaître, donc c'est la seule phrase, il faut reconnaître que malgré de très nombreuses études, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, peu de résultats ayant été répliqués. » Et l'auteur cite 8 références sur 20 dans un document de 10 pages pour la seule phrase. Donc, ça veut dire que les références n'ont pas utilisé de façon judicieuse. Nous arrivons au résumé. Le résumé, c'est écrit en dernier après la discussion, mais c'est lu en premier. Quand les gens lisent le titre de votre manuscrit, ça les attire. Donc, ce qu'ils lisent en plus, c'est l'abstract. Et il faut prendre du temps pour faire un très bon abstract. Parce que les reviewers et les réviseurs d'abstract, quand vous postulez pour une conférence, ils sont très occupés. Quand ils doivent recevoir 300 à 500 abstracts, ils n'ont pas le temps de bien lire si ce n'est pas du tout structuré et organisé. Et souvent, quand vous publiez l'article, votre manuscrit, si c'est sous copyright, ou bien il faut payer pour accéder, c'est seulement l'abstract qu'on va montrer, qu'on peut accéder et lire. Donc, il faut bien le faire. Faites bien l'abstract. L'abstract dit tout sur le chercheur et sur sa recherche. Donc, si l'abstract n'est pas bien fait, les gens ne vont pas se donner le temps pour passer 30 à 45 minutes de leur temps précieux à lire un article qui n'en valait pas la peine. Donc, l'abstract détermine est-ce que l'article serait lu ou pas. Et en général, on l'écrit après la discussion. Ça trouve qu'on a écrit toutes les autres sections du manuscrit. Il arrive quelques rares fois qu'on écrit l'abstract en premier. Dans cet exemple, quand vous avez fait votre étude, vous avez soumis un abstract à une conférence, ça a été accepté, vous êtes parti présenter, les gens ont bien aimé, ils ont bien critiqué. Quand vous retournez le reste des données, avec la question de recherche, vous voyez quel résultat je peux prendre pour répondre à la question de recherche. Vous allez discuter en expandant l'abstract. Donc, c'est l'abstract que vous allez prendre maintenant pour essayer d'élargir pour en faire votre article. Ce qui est rare. Ce qui est très courant, c'est qu'on écrit d'abord tout le manuscrit et ensuite on fait l'abstract.
Avant d'écrire l'abstract, il faut voir les instructions pour les auteurs du journal ciblé. Non seulement pour la structure de l'abstract, si on dit que l'abstract doit être structuré ou non structuré, et aussi la longueur, le nombre de mots. Parce que quand le nombre de mots est dépassé, ça ne va pas passer. Et il faut lire les articles. Ils vont toujours avoir des articles déjà publiés où vous pouvez accéder à l'abstract pour lire, pour comprendre comment l'abstract est structuré pour le journal ciblé. Quand vous lisez 1, 2, 3 abstracts, vous allez vous faire une idée claire comment vous devez écrire le vôtre. Lisez votre abstract en entier parce que l'abstract, lisez le manuscrit en entier avant d'écrire l'abstract parce que l'abstract doit refléter vraiment le reste du manuscrit. Le copier-coller est autorisé seulement à ce niveau. Quand votre manuscrit est très bien écrit, vous pouvez juste coller les parties pour aller les mettre dans l'abstract. Si vous avez besoin de paraphraser, vous pouvez le faire. Sinon, c'est ici que c'est permis pour que ça reflète le contenu du manuscrit. Et les directives pour les présentations spécifiques au type d'études qu'on a parlé en haut, il faut toujours les concerter parce que les journaux commencent maintenant à adhérer à ça. Ils vont même vous donner un checklist pour voir si vous avez respecté toutes les directives. Donc là, c'est un exemple pour les études observationnelles et les essais cliniques randomisés. Donc comme j'ai dit, l'abstract, ça peut être structuré ou non structuré. Et ça dépend aussi du type d'abstract qui n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. En général, on a un abstract soit informatif, soit descriptif, soit critique. Et que ça soit informatif ou descriptif, ça c'est les deux les plus utilisés. Ça peut être structuré ou non structuré. Et la différence entre informatif et descriptif, c'est que descriptif, vous avez votre idée, vous voulez montrer votre question de recherche et votre méthode que vous voulez utiliser, partager avec les collègues pour voir leur feedback avant de générer même les données. Alors qu'informatif, vous avez déjà les données, vous avez bien discuté, donné la conclusion, ainsi de suite. Donc, un abstract non structuré, vous voyez ici, il y a le titre, la liste des auteurs, les affiliations, il y a l'abstract en un seul paragraphe et les mots-clés qu'on doit mettre en bas, mais on n'a pas précisé qu'est-ce qui est introduction, qu'est-ce qui est méthode, qu'est-ce qui est résultat. Quand vous regardez l'abstract structuré, vous voyez qu'on a mis introduction, méthode et résultat. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Juste un petit exercice. Ça, c'est un abstract. On a la structure IMRAD. L'abstract aussi est structuré comme le manuscrit avec la structure IMRAD pour les articles originaux. Donc, on a les lettres, on a les chiffres. Ce qu'on va faire, on prend juste 2-3 minutes pour regarder rapidement quel paragraphe, quel chiffre correspond à quelle lettre. 2-3 minutes. Des indications pour faciliter la tâche, même si c'est sous forme de texte, là où il y a plus de chiffres et de pourcentages, ça c'est probablement la section résultats. Et la méthode, vous allez pour voir le quand. Quand est-ce que les gens ont été recrutés, suivis, ainsi de suite. Donc après, ce serait facile de faire pour les autres. Okay, voici le code. 3, c'est l'introduction. L'épilepsie, l'autisme sont les deux faces d'une pièce de monnaie. Nous avons formulé l'hypothèse. L'hypothèse, c'est dans l'introduction. 2, ça, c'est les méthodes. Quand vous regardez, nous avons suivi 90 épileptiques de octobre 2017 à mai 2019. Donc, le quand seulement, vous allez savoir que c'est la méthode. Le 5, c'est
les résultats, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, le pourcentage. Et ensuite, le 1, c'est la discussion. Et le 4, ça ne fait pas partie, mais c'est le specific aim, l'objectif spécifique de l'étude. Cela nous amène à la section référence du modèle royal. Les références sont très importantes. Quand on fait de la recherche, on publie les articles. En général, à part qu'on nous paye pour faire le travail, on n'a pas d'argent de paiement pour avoir publié un article. On le publie pour pouvoir progresser dans notre cursus universitaire ou pour pouvoir garder notre position dans les pays où on donne le labo, on exige un nombre de publications par an. Donc sinon, le seul bénéfice qu'on a et la reconnaissance qu'on a entre nous, entre chercheurs, c'est quand vous utilisez les informations de quelqu'un, il faut faire une référence pour qu'on sache que c'est lui qui a fait. Donc, pour éviter aussi le plagiat qui peut avoir des conséquences pour votre carrière. Donc, c'est une norme dans tout milieu académique et scientifique de bien référencer les sources d'information. Et il y a deux styles. Il y a l'ordre alphabétique et l'ordre numérique. Si le journal ne précise pas quel style vous utilisez, vous allez avec ce qui est facile pour vous. Dans l'ordre alphabétique, ce que vous faites, les références, on doit les faire dans le texte et dans la liste des références. Il ne doit pas avoir de référence dans le texte qui n'est pas dans la liste des auteurs et vice-versa. Donc, pour l'ordre alphabétique, on prend le nom de famille du premier auteur, on met une virgule, on met l'année de publication et ensuite, ça peut être entre parenthèses ou crochet. Et ce style-là est bon quand vous êtes en train d'écrire votre manuscrit, vous êtes en train de partager avec les auteurs parce que vous ne savez pas si un collaborateur va dire que non, cette référence n'est pas pertinente, il faut l'enlever. Cette autre référence est pertinente, il faut l'amener. Si ça trouve que vous avez déjà fait dans le style numérique et que vous n'avez pas utilisé de logiciel de management de référence, Zotero, EndNote, ainsi de suite, ça peut être compliqué pour vous. Si vous faites sous forme alphabétique, donc dans la liste des auteurs, vous arrangez par ordre alphabétique. Et quand un auteur a publié plus d'un article par an et que vous devez référencer tous ces articles, vous mettez seulement les lettres alphabétiques en minuscules après l'année. Je peux dire par exemple Nashega et Al, Nashega 2021A, Nashega 2021B, Nashega 2021C. Donc pour dire qu'il a publié 3 articles dans la même année. Maintenant, quand je finis et que j'ai donné la dernière version aux co-auteurs, ils ont corrigé, approuvé, je peux changer maintenant en style numérique. Donc, en style numérique, ce que j'ai dit, je mets entre parenthèses le chiffre correspondant par ordre d'apparition en lettres arabes. Ça peut être entre parenthèses, ça peut être entre crochets, comme ça peut être en exposant. Il faut lire les instructions aux auteurs pour voir ce que le journal vous exige. Sinon, si ce n'est pas correct, on va vous envoyer automatiquement pour que vous puissiez adopter le style du journal. La troisième partie, qu'est-ce que les rédacteurs et les réviseurs recherchent dans un manuscrit? La pertinence par rapport au scope du journal. Même si vous avez un très très bon article, vous avez un très bon article de neurochirurgie sur les cas cliniques que vous voulez publier, par exemple, dans un journal de santé maternelle. L'éditeur ne va pas accepter parce que ça ne correspond pas au scope. Donc, il faut voir le scope pour voir si votre étude est là-dedans. Il faut que ça ait un grand intérêt pour le journal. Il faut que ça amène de la nouveauté et ça avance l'état de la connaissance dans le domaine. Vous ne pouvez pas juste lire un article de quelqu'un d'autre et vouloir le répéter et le publier. Ça n'avance pas la recherche. Ils vont regarder les méthodes. Est-ce que les méthodes que vous avez utilisées, c'est robuste? Si c'est en anglais, le niveau d'anglais doit être compréhensible. On ne vous demande pas d'être parfait. Nous, francophones, nous sommes complexés, mais les anglophones, ils sont très compréhensibles. Il y a une anecdote commune aux États-Unis. On dit que celui qui parle 3 langues, on l'appelle comment? On l'appelle trilingue.
Celui qui parle 2 langues, on l'appelle bilingue. Et celui qui parle une seule langue, on l'appelle américain. Ça peut vous faire rire, c'est pour vous dire qu'apprendre une nouvelle langue peut être extrêmement difficile pour la plupart des Américains par le passé, comme ça est en train de changer. Donc, ils comprennent comment nous sommes en train de nous débrouiller en anglais en étant francophone. Et si vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans votre unité de recherche qui a étudié dans un pays anglophone, ne vous gênez pas. Il faut lui demander de lire votre article pour corriger. Et si vous n'avez pas ça, vers la fin, dans les conseils pratiques, je vais vous donner quelque chose qui va beaucoup vous enchanter. La conduite éthique de la recherche, est-ce qu'il y a eu un protocole, etc. Ensuite, ce qui regarde, c'est est-ce que ça ajoute quelque chose à ce qui est déjà connu? Est-ce que les lacunes ont été identifiées? Est-ce qu'une partie du gap a été comblée? Et quelle serait l'implication des résultats par rapport aux politiques, à la pratique et aux principes en allant dans le futur? C'est le moment de vous dire que nous faisons beaucoup de recherches, nous publions beaucoup d'articles, mais il y a très peu d'articles qui entraînent un changement de prise de décision, tant sur le plan clinique ou santé publique. Donc, si vous faites la recherche et que c'est pertinent par rapport aux problèmes de santé ou aux problèmes de recherche de votre pays et que ça arrive à changer la prise de décision, c'est ça le but de la recherche. Nous faisons la recherche pour améliorer la qualité de vie des plantes, des animaux et des hommes. Et quand vous faites ça, même si personne ne vous félicite, vous pouvez vous féliciter vous-même et aller faire une semaine de vacances pour vous reposer et venir et recommencer encore. Ça nous amène à la 4e partie, la qualité d'auteur. Comme on a bien dit, il y a la liste des auteurs après le titre. C'est la partie la plus difficile d'un article de recherche, surtout si c'est votre première fois. Si vous regardez sur la diapositive, vous voyez les gens sont sur le stage 1, 2, 3, comme ceux qui ont gagné une course aux Jeux olympiques. Mais à côté, il faut regarder les gens qui sont en train de se battre. Et c'est la même chose dans la pratique. Quand vous faites la liste des auteurs et que ce n'est pas fait de façon consensuelle, quelqu'un peut garder une rancune pour vous tout le reste de votre carrière. Et c'est pour cela qu'il y a les critères pour être auteur. Et il y en a 4. Premier critère, il faut participer à la conception de l'étude, à la collecte des données et à l'analyse et l'interprétation des données. Il faut encore participer à la production du premier draft, qui relève le plus souvent du premier auteur, mais surtout à la révision critique du premier draft. Il faut approuver la version finale du manuscrit avant la soumission. Et en dehors de ces 3, il faut être capable de prendre la responsabilité publique pour l'article dans son entier ou dans l'aspect qui concerne votre compétence. Si vous êtes statisticien, vous avez fait l'analyse statistique, quand quelqu'un vous demande par rapport à l'analyse statistique d'un papier sur lequel vous êtes nommé auteur, ça ne doit pas poser de problème pour que vous l'expliquiez de long et en large. Et ensuite, qui ne doit pas être auteur? Ça, c'est le problème purement francophone. Vous avez vu en haut, c'est les 3 premiers, 1, 2, 3, qui sont sur le stage. Même si 20 personnes courent, c'est les 3 premiers qu'on va décorer, l'or, l'argent et le bronze. Malheureusement, c'est la même chose qu'on fait aussi dans la recherche. On dit, rend utile ses premiers, deuxième, troisième. De telle sorte que quand vous faites votre recherche, vous trouvez des résultats très, très importants. Quelqu'un qui est déjà professeur titulaire, qui n'a même pas besoin d'article pour la renommer, va tout faire pour que vous le mettez en rang utile et souvent même en première position. Ça, ce n'est pas éthique. Trouvez le financement pour une étude. Collectez seulement les données. Vous avez fait la collecte sur le terrain, ou bien vous avez mis au point une méthode que quelqu'un d'autre a utilisée. Dès que vous publiez,
ça devient public. Quand quelqu'un reproduit votre méthode, à cause de ça, vous ne pouvez pas être auteur. Ou vous avez seulement fait l'analyse statistique, ou vous êtes le patron du labo, ou le superviseur de l'étudiant. Si vous n'avez pas contribué, vous ne remplissez pas les critères, de grâce, n'exigez pas assez qu'on vous met sur l'article. Et les gens le font parce qu'il y a la pression, soit vous publiez, soit vous périssez, mais on doit aller au-delà de ça et faire avec l'éthique. Quand quelqu'un n'est pas auteur, il faut voir s'il peut aller dans la section remerciements ou bien il faut juste l'ignorer. Et quand vous devez le mettre dans la section remerciements, il faut décrire comment vous voulez le mettre. Nous remercions un tel pour l'analyse statistique. Nous remercions telle personne pour avoir traduit notre article en anglais. Donc, et si vous êtes d'accord, on met votre nom. Dans une publication collective, comme on a dit en haut dans le modèle royal qu'il y a l'auteur correspondant où on doit donner ses affiliations, l'email, le téléphone et l'adresse physique parce que c'est lui qui assure la communication entre le reste de l'équipe et l'éditeur du journal jusqu'à la sortie finale. Quand un article est sous copyright, donc il faut le décliner depuis le moment de la soumission. Si vous devez payer des frais de publication, quand c'est très élevé, surtout si le premier auteur est jeune, n'hésitez pas à demander aux autres auteurs de contribuer. Et surtout, en tant que chercheur dans les pays en voie de développement, vous avez droit à demander EPC waiver pour qu'on puisse annuler complètement ou partiellement la charge liée à la publication des articles. Nous sommes dans les pays pauvres, avec peu de moyens, on fait de très bonnes études, on doit nous encourager à publier. C'est pourquoi beaucoup de journaux ont cette facilité pour nous. Quand vous écrivez un article, vous êtes premier auteur. Si vous ne savez pas écrire un article, il faut apprendre. Même si vous faites votre étude, mais vous ne savez pas écrire. Celui qui va écrire, il est premier auteur. Ça, c'est conventionnel. Et en général, le deuxième auteur, c'est le mentor de celui qui écrit. Comme nous avons dit, avec la compétition, la nécessité de promotion académique, la subvention, les gens vont vouloir adopter souvent des conduites frauduleuses pour l'authorship. Et il y en a 3 que nous allons citer ici. The guest author, l'auteur invité. Vous n'avez pas contribué du tout, mais à cause de votre crédibilité, on vous prend pour maître et on sait que si c'est professeur un tel qu'on met sur l'article, quand les reviewers vont voir, ça va juste les emprisonner. Ne faites pas ça. Même si vous devez faire ça, il faut envoyer l'article à la personne pour qu'il puisse lire et approuver. Et les gens font ça dans un contexte spécifique. Quand vous voulez collaborer avec quelqu'un pour écrire un grant, et vous savez que la plupart des bailleurs ne donnent pas le financement, si vous faites en collaboration et il n'y a pas de track record of publication, il n'y a pas de record de publication dans la collaboration, ils vont douter, est-ce que vous pouvez faire? Donc, si c'est le cas, les gens, ils ont déjà les données, ils ont écrit l'article, l'autre n'a pas participé, mais il l'envoie pour corriger, approuver, pour qu'ils puissent avoir une publication ensemble avant de soumettre leur grant. Et même là, c'est problématique. Ensuite, on a ce qu'on appelle honorary authorship, l'auteur cadeau. Vous n'avez rien fait du tout. Il n'y a aucune motivation pour qu'on vous mette comme auteur, mais on vous met. En général, ça, c'est le boss du labo. Quand vous travaillez dans un labo, il y a le patron. À chaque fois que vous écrivez, vous mettez son nom, même s'il n'est pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Surtout s'il n'y a pas de lab meeting dans le labo. Et ensuite, il y a l'auteur fantôme, ce qui est fréquent chez nous à cause de la méchanceté. Quelqu'un a contribué. Il remplit tous les critères d'être auteur, mais son nom n'apparaît même pas dans les remerciements. De grâce, ne faisons pas ça. Nous devons reconnaître les gens pour ce qu'ils ont fait. Et ensuite, faites attention parce que
les éditeurs des journaux sont organisés. Ils sont organisés pour détecter les mauvaises conduites. Et quand vous avez un problème avec un journal pour les mauvaises conduites, mettez-vous en tête que la plupart des journaux savent déjà. Ça peut ruiner votre carrière. Donc, il faut faire extrêmement attention. Nous venons vers la dernière partie, les conseils pratiques. Les mauvaises conduites, c'est pas de fabrication, pas de falsification, pas de plagiat. No FFP. Fabrication, vous n'avez même pas les données, mais vous allez juste vous mettre et arranger des choses et vous soumettez ça pour que ça puisse être publié. Ça, ce n'est pas du tout bon. Et on peut vous attraper facilement parce que maintenant, pour la transparence, il est exigé quand vous soumettez votre article que vous puissiez mettre la base de données avec les participants désidentifiés dans un dépositoire public pour que quelqu'un d'autre puisse accéder et reproduire vos données pour voir ce que vous avez dit, si c'est vrai ou pas. Pas de falsification. Vous avez une tête, vous posez la question de recherche et vous avez une réponse prédéfinie. Quand vous faites l'étude, les données ne vont pas dans ce sens-là. Vous falsifiez les données pour que ça puisse répondre à ça. Ne faites pas ça de grâce. Parce que les gens vont se baser sur votre réponse, sur votre article, pour essayer de progresser dans votre domaine. Si ce n'est pas du concret, ce n'est pas du vrai, vous allez les égarer. Et pas de plagiat. Il ne faut pas juste prendre l'article de quelqu'un, c'est en anglais, vous traduisez en français, vous changez les tableaux, vous changez les sites d'études, vous changez les périodes d'études. Ça, ce n'est pas bon. Quand vous faites, les journaux vont savoir parce qu'ils ont un logiciel pour tester pour le plagiat. Et ce qui est bon, même si c'est vous-même qui écrivez votre article, il faut le soumettre au logiciel gratuit en ligne, section par section. En général, ça ne prend pas plus de 1000 mots. Et quand vous mettez seulement, ça vous donne le pourcentage de plagiat et le pourcentage de ce qui est unique. Et la meilleure façon de faire ça, même si vous prenez des informations dans les articles, par exemple, c'est en anglais, vous copiez, vous collez, vous devez maintenant paraphraser. Quand vous paraphrasez, vous copiez, vous mettez, même dans Google, simplement, quand vous mettez, s'il y a le plagiat, ça va sortir en gras. S'il n'y a pas de plagiat, il y aura moins de gras. Et il y a un pourcentage de plagiat que les gens ne tolèrent pas. Si vous atteignez 30% de plagiat dans votre article, on va vous retourner pour dire que l'article-là n'est pas du tout bon. Si c'est seulement moins de 10%, c'est acceptable parce qu'il y a des phrases qu'on ne peut pas changer, sinon on va dénaturer. Et si c'est entre 10 et 20%, il y a des journaux qui vont vous mettre en rouge toutes ces phrases-là et vous demander de paraphraser ces phrases et ensuite de le soumettre. Donc, faites attention. Et ensuite, si vous n'avez pas quelqu'un pour corriger votre anglais, vous avez le logiciel libre gratuit en ligne où vous pouvez voir non seulement pour l'épellation, vous pouvez voir aussi pour la grammaire. Vous passez section par section, vous mettez et ça va vous faire des suggestions. C'est mieux pour la première impression que le revieur va avoir de votre manuscrit. S'il y a trop de fautes d'épellation et de grammaire, surtout dans les titres, ça va décourager le revieur. Et quand on soumet l'article, ce n'est pas toujours accepté au premier coup. Ça peut être rejeté. Rejeté en disant que vous devez faire des corrections. Ça peut être rejeté automatiquement. Ça peut être accepté avec des modifications mineures ou majeures. Dans tous les cas, quand vous devez répondre, ce que l'éditeur vous a envoyé, c'est ce que vous prenez exactement pour faire le mémo de réponse au revieur. Vous commencez par les remercier. Quand vous finissez de les remercier, il y a les 3 règles d'or, c'est de les répondre complètement, point par point. Commentaire 1, vous mettez réponse 1. Commentaire 2, vous mettez réponse 2. Revieur 2, vous faites la même chose. Revieur 3, vous mettez la même chose. Même si c'est 10 commentaires, vous donnez les 10 réponses. Si les revieurs ont fait des commentaires similaires, vous faites référence à la réponse que vous avez donnée plus haut. Deuxième règle d'or, il faut répondre avec politesse.
souvent on choisit quelqu'un comme Rivière, il n'est pas forcément spécialiste dans votre domaine, mais le fait qu'il est scientifique, ça lui permet de pouvoir juger quand même votre manuscrit. Donc, s'il ne se connaît pas bien dans le détail de ce que vous faites et qu'un commentaire est complètement erroné, ça veut dire c'est que vous n'avez pas expliqué clairement pour que quelqu'un qui n'est pas spécialiste puisse comprendre. Ce n'est pas sa faute, c'est votre faute. Donc, il ne faut pas dire que ce que nous avons dit, c'est connu de tout le monde, c'est élémentaire, c'est les ABC dans notre domaine. Il ne faut pas être arrogant. Répondez avec politesse. Quand les gens vous font des suggestions, il faut voir dans ces suggestions ce que vous pouvez prendre au maximum. Ça les rassure, ça les encourage. Répondez avec évidence. Vous ne pouvez pas souvent vous contenter de dire oui ou non. Si quelqu'un a dit quelque chose et qu'il y a une étude récente qui est parue, prenez cette étude, mettez l'information, mettez la référence et ajoutez à la liste des références. Si vous avez des données supplémentaires que vous vous êtes réservées pour ne pas donner, il faut montrer, il faut ajouter ces données-là dans le mémo. Si c'est nécessaire, vous l'ajoutez aussi au manuscrit. Comme je l'ai dit, on a dit l'introduction, c'est 1 page et demie à 2 pages. Méthode, c'est 2 à 3 pages. Résultat, c'est 2 à 4 pages. Discussion, c'est 3 à 4 pages. Ce qui va vous donner un nombre moyen de pages d'articles scientifiques entre 12 et 13. Ça, c'est raisonnable. Si vous ne pouvez pas faire transmettre votre message avec 12, 13 pages, quand l'article est très, très long, vous aurez très peu de personnes qui vont vouloir lire un article très long sans intérêt particulier. Et nous faisons l'erreur, nous pensons qu'il faut toujours publier dans un article avec un grand impact facteur. Ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de votre niveau dans le cursus universitaire. Si vous êtes maître assistant ou assistant, vous avez seulement besoin de publications, même si l'impact factor est 1, 2, 3, et que c'est le bon journal, vous allez accéder à l'audience que vous voulez. C'est là que vous publiez, parce que vous voulez que les gens lisent votre article et que ça change quelque chose dans votre domaine. Mais si vous publiez vous soumettez dans un article à impact factor à 7, à 8, à 10, sachez en avance que le taux de réjection des articles corrélue positivement avec l'impact factor des journaux. Plus c'est élevé, plus la chance d'être rejeté est aussi élevée. On ne va pas terminer sans cette quotation. I think major journals should discourage and eventually prevent the use of professional medical writers, and I think investigators should be required to write their own papers. Même si on a des difficultés avec l'anglais, ce qui est bon, minimum, on peut écrire en français, traduire avec Google, essayer de voir ce qu'on peut changer et donner à quelqu'un qui se connaît en anglais pour pouvoir corriger, un collègue. Mais prendre les données et les donner à quelqu'un, lui payer de l'argent pour écrire votre article, ça, ce n'est pas encouragé. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Quand on fait la science, on doit bien le faire. Et la publication, c'est une partie de la science. Et on doit l'apprendre comme on a appris les techniques de base de labo ou d'épidémiologie ou de santé publique. Nous sommes vers la fin. Maintenant, c'est la science. Questions et réponses et contributions. Merci. Merci beaucoup, professeur Modibo Sangaré, pour cet exposé brillant. Il nous reste presque à peu près seulement 10 minutes, mais on ne peut pas faire justice sans prendre quelques questions. Donc, j'ouvre la parole. Vous pouvez, quand vous posez la question, présentez-vous seulement en une seconde, votre nom, votre institution, quel pays vous appelez. Posez votre question assez courte, comme on n'a plus beaucoup de temps. Encore nos excuses pour les problèmes techniques de départ, pour les professeurs Modibo de joindre. Je suis avec le professeur Abdom Kalai, qui est mon co-modérateur. Donc, on va animer nous deux et répondre aux questions et évidemment avec le professeur Modibo.
Okay. Qui veut commencer? Il y a déjà des questions dans le chat, ou bien on les laisse poser verbalement pour tout le monde? OK. Je crois que c'est pour organiser, c'est mieux que on va un par un dans les chats. Professeur Moukalai, vous voulez déjà répondre à certaines questions? Ou professeur Modibo, s'il y en a qui vous inspirent rapidement. OK. Il y a quelqu'un a posé la question par rapport à APC Waiver. Donc, quand on soumet un article dans un journal, ils vont vous dire, pour publier en ligne, vous allez payer, par exemple, $300, vous allez payer 1 000 €. Mais si vous êtes d'un pays low and middle income country, À revenu faible. À revenu faible ou moyen, vous avez droit à une dérogation totale ou partielle. Donc, il faut toujours voir pour cette option pour appliquer. Et on vous demande généralement de vous expliquer. Et ce que vous faites, vous allez sur la liste de la Banque mondiale qui a classifié les pays et vous dites que selon la Banque mondiale, votre pays, vous nommez le pays, fait partie des pays à revenu faible. Donc, automatiquement, ils vont vous donner la dérogation. OK. Prof Modibo, je voulais aussi profiter de cette occasion pour... on n'a pas eu le temps d'aborder ça, mais c'est un problème très important qui augmente en Afrique. Beaucoup de nos chercheurs, nos assistants se font avoir avec des fraudeurs, des faux éditeurs, des faux journaux en ligne qui pilulent et qui demandent des grosses sommes d'argent et qui publient votre article en ligne en 2-3 jours sans aucun revue de pair. Donc, on voulait vous avertir de ne jamais tomber dans ces pièges de ces invitations malicieuses en promettant de publier vos articles. Ils miroitent comme si c'est des journaux sérieux, mais en fait, c'est de l'arnaque en ligne qui pilule et beaucoup de nos collègues se font avoir. Un petit mot rapidement, Prof Modibo. OK, professeur Anne est avec moi, c'est le chef de la bibliothèque. En 2-3 mots, il va nous dire. Oui, effectivement, nous les appelons, en français, on dit les revues prédatrices. Et comme vous dites, la manière de les repérer le plus souvent, c'est eux qui contactent l'auteur. Et ils mettent en avant une publication très rapide. Et c'est seulement après qu'ils demandent de payer. Voilà, donc ce qu'il faut garder en tête, comme a dit Dr Modibo, donc le temps d'évaluation des manuscrits, ça prend plus qu'une semaine. 6 à 8 semaines. Donc dès que les revues vous contactent, ils vous disent qu'ils vont publier rapidement. Donc ne payez pas de l'argent, ce n'est pas une bonne revue. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, quelqu'un dit, quelle est la bonne manière pour rédiger un article en anglais pour un francophone et avec un minimum niveau d'anglais? Est-ce qu'il faut commencer directement en anglais ou bien est-ce qu'il faut faire en français et traduire? J'ai partiellement répondu à ça. Pour les chercheurs francophones, apprenez l'anglais, c'est une obligation. La plupart des grants, il faut appliquer en anglais et vous ne devez pas dépendre toujours des autres à cause de l'anglais. Quand vous faites 6 mois et vous êtes déterminé à apprendre l'anglais, votre niveau d'anglais que vous allez avoir va vous permettre de pouvoir écrire un bon article avec peu de besoin d'assistance de l'extérieur. Mais si c'est difficile, donc faites en français, traduisez avec Google, donnez à quelqu'un d'autre qui puisse pouvoir corriger. Et je profite pour vous dire, si quelqu'un a un manuscrit et que ce n'est pas trop long, si c'est dans 10-12 pages, il a traduit en anglais, il peut bien me l'envoyer et me dire quand est-ce qu'il en aura besoin
je peux gratuitement le faire comme je le fais pour les enseignants de ma faculté. Autre question, commentaire de la part de mon collaborateur et co-modérateur, Prof. Moukalai, quelques messages rapides. Donc, je rappelle que les dias, l'audio et la vidéo sera posté déjà aujourd'hui, au plus tard demain, sur le site d'AfriHealth. Je vous invite aussi au passage, vous encourage de vous enregistrer comme membre individuel, comme ça vous aurez tous les postings et les annonces pour nos activités. C'est gratuit, ça ne coûte rien pour s'inscrire à AfriHealth. Et vous aurez aussi une évaluation, un email vous demandant d'évaluer notre webinaire, comme ça on l'améliore pour l'avenir. Donc, ça, c'est mon mot de la fin. Professeur Moukalai, votre mot de la fin? Abdon, vous êtes peut-être muté. Activez votre microphone. À moins que Abdon a décroché. Prof Modibo, les mots de la fin? Ok, c'est juste pour dire aux gens de prendre leur courage à deux mains. Bien écrire un article de recherche, c'est une procédure, ce n'est pas en un seul jour. Et quand c'est soumis, c'est rejeté, on doit juste savoir que le rejet ou l'échec, c'est le pas vers le succès. Et nous sommes une communauté. Inch'Allah, on va relever les défis de la recherche de qualité en Afrique. Merci beaucoup. Et je m'excuse personnellement pour le désagrément technique. Et la prochaine fois, on va essayer de corriger ça. Merci. Merci beaucoup. Je remercie aussi le secrétariat d'AfriHealth. Thank you for AfriHealth Secretariat for all the effort for making this possible. Arrhenius, Clara, and the directorship based in Kumasi, Ghana. Thank you very much. Have a wonderful day. Bye. Okay, bye-bye.